Nous ne savons pas ce qu'ils lui font. Est-ce que c'est la police? Il a été torturé. On ne parle pas de violence, non, mais de torture. Ce grand mouvement de colère. Que se passe-t-il, messieurs? Nous sommes dans un endroit public. Nous sommes dans un endroit public. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous lâchez mon caméraman. Tunisie, terre de passage. Un podcast de Spectomédia. Cet épisode est le dernier de cette série. Il est consacré à la liberté de la presse. L'entretien qui va suivre avec Walid Bourouis, journaliste en exil, a été enregistré avant le renforcement sécuritaire observé depuis début mai. En Tunisie, les arrestations et la répression des voix dissidentes s'intensifient, visant les exilés subsahariens et les associations qui les soutiennent. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé l'intimidation et le harcèlement des avocats et journalistes critiques du régime, comme Sadia Mosbah, militante contre le racisme. L'arrestation en direct de l'avocate Sonia Damani le 11 mai 2024 a choqué le public. Elle avait dénoncé la répression croissante sous Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021 et avait formulé un commentaire sarcastique dans une émission de la chaîne Carthage Plus le mardi 7 mai. Cette arrestation symbolise la dérive autoritaire de la Tunisie où les droits humains et la liberté de la presse sont de plus en plus bafoués. Des journalistes comme Mourad Zeghidi, Oussam Ajlaoui, Mohamed Bougaleb et Shada Ben Haj Mbarek ont également été arrêtés. La Tunisie chute au 118e rang sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse de RSF, perdant 48 places en 2 ans. RSF attribue cet effondrement à la dérive autoritaire de Kais Saied. Entre mai 2022 et avril 2023, 257 journalistes ont été agressés et 80 sont actuellement poursuivis selon le syndicat national des journalistes tunisiens. Les journalistes font face à une censure rappelant l'époque pré-révolutionnaire, une circulaire interdit aux fonctionnaires de parler sans l'accord du ministre et les employés des médias publics ne peuvent critiquer la ligne éditoriale. Au Parlement, les journalistes ne peuvent suivre les débats que depuis la tribune et ne peuvent pas interpeller les députés. Walid Bourouis, journaliste tunisien, rédacteur en chef et syndicaliste aussi, membre du syndicat national des journalistes tunisiens et président de section syndicale. Je viens de la Tunisie, exactement de Rades. C'est une ville qui fait partie du Grand Tunis, de la capitale. C'est le plus grand port de la Tunisie et c'est la ville qui connaît aussi un grand flux migratoire. Ça a été toujours comme ça. Donc voilà, il y a plein de gens qui passent par Rades et tout ça. Donc voilà, pour mon parcours, je suis diplômé de l'Institut de presse et des sciences de l'information et de l'école politique de Tunis. Et je travaillais pendant 15 ans en tant que rédacteur en chef d'une chaîne de télé qui appartenait à Cactus Prod. C'est la plus grande chaîne de la Tunisie, la chaîne numéro 1. C'est une chaîne privée. Avant de commencer aussi j'ai plein d'expériences en tant que journaliste, rédacteur, reporter dans un journal francophone qui s'appelle Le Quotidien, à la radio. Donc voilà, j'ai multiplié les expériences journalistiques. Pourquoi tu as quitté la Tunisie et depuis combien de temps tu es en France ? Alors j'ai quitté la Tunisie exactement le 26 avril 2023 et parce que voilà, j'avais pas le choix ou bien rester là-bas et aller en prison en vertu du décret loi 54, et on peut parler de ce fameux décret loi 54 qui a été fait par Kais Saied rien que pour les opposants et les journalistes. C'est un décret loi fait sur mesure pour les opposants du régime de Kais Saied. Jamais la police tunisienne n'avait osé prendre d'assaut l'ordre des avocats. C'est désormais chose faite. Encagoulés, des agents des forces de sécurité interpellent Sonia Damani, avocate, sous les cris de ses collègues. Il y a une semaine, sur un plateau, elle avait ironisé après une remarque sur la situation migratoire en Tunisie. Mais de quel pays extraordinaire on parle ? Immédiatement, elle est poursuivie pour atteinte à la sûreté publique et incitation à la haine. Conséquence d'un décret promulgué par le président Kais Saied en 2022, jugé liberticide par l'opposition.
Un autoritarisme dénoncé par des centaines de manifestants hier matin à Tunis, car ces dernières années, la politique de l'exécutif s'est considérablement durcie. Pour expliquer le décret loi 54, pour un simple post Facebook, pour une simple info, vous risquez entre 10 et 5 ans de prison. Et donc actuellement, il y en a plein de gens. Bien évidemment des journalistes aussi, par exemple Khalifa El-Ghesmi qui est actuellement en prison, Shadab El-Hajj Mbarak, journaliste qui est actuellement en prison, et plusieurs opposants qui sont actuellement en prison à cause de cet article, le décret loi 54. Il y en a plein des associations, des syndicats qui appellent à bas ce décret loi, comme le syndicat national de journalistes tunisiens, la Fédération internationale des journalistes aussi, elle a l'alerte sur cette situation, sur ce fameux décret loi, mais Kais Saïed l'utilise toujours contre ses opposants, jusqu'aujourd'hui, contre les opposants et contre les journalistes. Donc, à cause de cet article, de ce décret-loi, c'est pas une loi même, hein, c'est un décret-loi, le fameux article 54. Donc, j'ai dû quitter la Tunisie parce que mes posts sur Facebook, mes prises de position en tant que syndicaliste ne plaisent pas au pouvoir, et à cause aussi d'une grande affaire de corruption dont j'étais le témoin, j'ai braqué le projecteur sur cette affaire, l'affaire Cactus Prod, une affaire médiatique très très connue et qui a une liaison directe avec des politiciens, avec des gens actuellement qui sont au pouvoir, avec un magistrat militaire et tout ça. Et donc les choses se sont enchaînées, et donc j'ai dû quitter la Tunisie en urgence. Donc après ma prise de parole, c'était le 16 février, le jour de la colère, c'était une manifestation organisée par le syndicat national de journalistes tunisiens. La veille, Kais Saïed, il a fait une visite au ministère de l'Intérieur. Il a traité les journalistes comme d'habitude, des traîtres, des malfaiteurs. Voilà, pour expliquer, toujours on dit Kais Saïed, il prend toujours pour cible les opposants et les journalistes. Pour lui, c'est des malfaiteurs, c'est des traîtres et tout ça. Et donc le 16 février, le syndicat national de journalistes tunisiens, à la place de la CASPA, on a organisé une journée de la colère. La place de la CASPA, c'est la place du gouvernement tunisien. Et donc j'ai pris la parole. Et cette parole a été médiatisée, donc j'ai dit cette constitution, parce que Kais Saïed a changé la constitution, le décret loi 54, qui emprisonne les journalistes, qui emprisonne les opposants et tout ça, un gouvernement de marionnettes et tout ça, et donc ça a créé une vague sur Facebook, sur les réseaux sociaux, donc ma prise de parole et des pages proches de pouvoir, ils ont commencé à partager cette prise de pouvoir et demander au ministère du Public, mais c'est qui ce journaliste, on doit le mettre en prison, c'est pas de la liberté d'expression et tout ça, et donc alerté par mon syndicat, par mon réseau, donc je savais que j'étais visé et donc j'ai dû quitter la Tunisie directement et s'installer ici en France et commencer les démarches d'asile, voilà. Tu ne peux plus retourner en Tunisie, c'est ça ? Non, je ne peux plus retourner en Tunisie. Mon retour en Tunisie signifie mon retour à la Mournaghe. La Mournaghe, c'est la prison de... Voilà, donc j'ai jamais été, mais ça va être, tu vois, le tapis rouge directement de l'aéroport, directement à la Mournaghe, à la prison, directement, donc je ne peux pas. Combien de journalistes sont en prison actuellement en Tunisie ? Alors actuellement en prison, il y en a 2 journalistes qui sont en prison, Khalifa El-Ghesmi. Et Khalifa El-Ghesmi, juste pour expliquer pour le public français, bien évidemment, Khalifa El-Ghesmi, son affaire ressemble un peu à l'affaire Ariane. Ariane qui a braqué les projecteurs, tu vois, donc sur l'implication de l'État français, donc dans la vente d'armes pour le régime égyptien et tout ça. Khalifa El-Ghesmi, c'est un peu comme ça. Donc Khalifa El-Ghesmi, c'est un journaliste correspondant de la radio plutôt Mosaïque FM, c'est la radio numéro 1 en Tunisie, c'est la radio la plus écoutée en Tunisie, c'est une radio privée bien évidemment. Et donc Khalifa El-Ghesmi, il a fait son travail, il y avait une opération terroriste contre les terroristes bien évidemment, et donc Khalifa El-Ghesmi, il a relayé l'information et tout ça. Donc on a arrêté Khalifa El-Ghesmi pour savoir d'où il sortait cette information. Donc qui est inacceptable partout dans le monde. Je ne sais pas, tous les journalistes du monde ou les gens qui ne savent pas, un journaliste n'a pas le droit de divulguer ses sources d'information. Donc le respect de ces sources, ça fait partie de notre déontologie du métier. Par exemple, moi, si j'ai telle ou telle information, donc je n'ai pas le droit de dire d'où je sors cette information. Je suis journaliste, j'ai mes propres sources à moi. Et donc, Khalifa El-Ghesmi, il a été emprisonné pour savoir qui a donné cette information à Khalifa El-Ghesmi. Pour l'autre genre, donc il est actuellement en prison
Cela fait à peu près un an, à peu près, oui. Non, il a été arrêté, après il a été relâché. Le ministère public, donc, il a poursuivi contre lui et il est arrêté au mois de juillet. Voilà, il est arrêté au mois de juillet, donc à peu près, je crois, 5 mois, on va dire 6 mois, il est en prison. Il y a une autre journaliste aussi, Chedeb El Haj Mbark, qui a été impliquée dans une affaire qui s'appelle l'affaire Instalingo. En fait, pour résumer, donc, Chedeb El Haj Mbark, elle travaillait pour une boîte de production et un site dont son propriétaire travaille entre la Tunisie et la Turquie et tout ça. Et le propriétaire de ce site, il a été impliqué dans une affaire soi-disant de corruption, sûreté à l'État et tout ça. Et on s'attaque aux journalistes. Et étant donné que Chedeb El Haj Mbark fait partie de ces journalistes, c'était, je crois, la rédactrice en chef de ce site et tout ça, on l'a emprisonnée. Pour Chedeb El Haj Mbark, c'est pire encore. Elle a été aussi arrêtée au mois de juillet et tout ça. On a arrêté aussi son papa. On a arrêté aussi ses 2 frères, dont l'un d'entre eux est un malade mental. Donc, ils ont fait une garde à vue de 72 heures et après, on les a relâchés. Je dis ça pour t'expliquer comment le régime de Kais Saïd, il fait les choses, tu vois. Donc, il ne s'attaque pas aux journalistes. Même leur famille, tout ça, même leurs proches, on les attaque. Après aussi, il y a un 3e journaliste c'était un étudiant en journalisme, Yassine Ramdani, qui a été relâché pour un simple post Facebook où il critique l'ancien ministre de l'Intérieur. Yassine Ramdani, il a été arrêté, il a fait 3 mois de prison, comme d'hab, décret loi 54. Après, il a été relâché. Après, la semaine dernière aussi, il y avait notre collègue Ziad El Henni. Ziad El Henni, c'est un journaliste très très connu et membre fondateur du syndicat national du journaliste tunisien, un grand journaliste, il est très connu le mec. Et donc il a été arrêté parce qu'il a critiqué, dans une radio qui s'appelle IFM, il a critiqué la ministre du Commerce. Voilà, il a critiqué la ministre du Commerce et il a été arrêté pendant 1 semaine. Après, il a été relâché. Il est très connu pour son franc-parler sur le plan politique en Tunisie, mais aussi son militantisme depuis des années, et notamment sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Aujourd'hui, l'ensemble de la profession qui s'est réunie devant le tribunal de premier instance à Tunis dénonce la réaction disproportionnée de la justice par rapport aux mots qu'a utilisé Ziad El Henni pour parler de la ministre du Commerce. Cette affaire, elle est préoccupante parce qu'il y a une vraie disproportion entre le traitement judiciaire et les faits incriminés. Ziad El Henni, dans l'émission matinale à laquelle je participe, a utilisé un terme qu'on peut qualifier de négatif à propos d'une ministre, mais dans lequel il n'y avait aucune allusion ni sexuelle, ni discriminatoire. Il jugeait le travail politique d'une ministre. C'est inexplicable et c'est absurde qu'on fasse appliquer des lois qui datent depuis de l'ère de Ben Ali au niveau du 13e anniversaire de la révolution tunisienne, alors que le discours officiel de l'État tunisien met en valeur les valeurs de la révolution. Mais selon les chiffres du syndicat national des journalistes tunisiens, les journalistes poursuivis par l'acte de décret loi 54, c'est à peu près 56 journalistes, dont Walid Bourouis, dont moi bien évidemment. Donc 56 journalistes ont été poursuivis par ce fameux décret loi 54. Est-ce que tu peux me parler de la couverture journalistique de la situation migratoire en Tunisie? Comment ça se passe pour les journalistes tunisiens sur place pour couvrir ce qui se passe? Donc on peut parler de ça, mais il faut distinguer entre 2 périodes. On va dire before le 25 juillet 2021, avant le 25 juillet 2021 et l'after 25 juillet 2021. Bien évidemment, le 25 juillet 2021, c'est la prise du pouvoir, de tous les pouvoirs par Kais Saïd. Avant la situation migratoire, donc c'est pas un événement qui est lié avec la révolution en Tunisie. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a été toujours le cas en Tunisie. Donc c'est un phénomène très très connu. Déjà on l'appelle harqa. Donc le harqa, c'est-à-dire le passage d'un pays à un autre. Et donc ça date de Ben Ali. Donc début des années 90, on commence à voir ce genre de flux. Donc des gens qui veulent quitter la Tunisie pour s'installer en Italie, en espace européen bien évidemment. Donc pour passer à peu près, il y en a 4 points qui sont très très connus pour faire ce passage. Le premier point, c'était Rades, parce que c'est le plus grand port
d'export en Tunisie. 90% de la marchandise, c'est à Radès, où j'habite, donc c'est le plus grand port de la capitale et tout ça. Donc il y en a plein de gens qui font le passage de Radès à Lampedusa ou de Radès à l'Italie. Deuxième plus grand point, c'était le Hawariya. Le Hawariya, c'est une ville qui est située au Gabon de la Tunisie. Le Gabon, on va dire, c'est le point le plus proche de Lampedusa. Le troisième point, c'était Sfax Kerkna. Kerkna, c'est une île. Et Sfax aussi, c'est une ville qui est quand même très proche aussi de Lampedusa. Et le quatrième point, c'était Zarzis. Donc ces 4 points, ça date depuis 25 ans, on va dire 30 ans. C'était des points de passage pour des Tunisiens à l'Italie, à l'Europe, à l'espace européen. Donc avant, on parlait de ça parce que c'était un phénomène normal. Déjà, on commence, c'est-à-dire à s'habituer à ça. Donc, il y avait bien évidemment, je dirais, à chaque 2-3 jours, dans les journaux, bien évidemment, ou dans les GT, on parle de ça. Il y avait les gardes côtières, ils ont arrêté tel navire avec 60 personnes, avec 50 personnes. À l'aube, les gardes-côtes interceptent une nouvelle embarcation. Il faut nous suivre. Pas de pardon. On parle avec vous calmement. Après, ça peut... C'était le quotidien du quotidien. C'était tout à fait normal. D'ailleurs, pour la petite histoire, Ben Ali, il a changé la loi. Avant, quand tu fais un passage et on t'arrête donc au large de la mer, tu reviens en Tunisie, bien évidemment, on prend, tu vas, tes propos, pourquoi tu as fait ça et tout, et on te relâche. À l'époque de Ben Ali, il a durci même. Voilà, la loi. Donc, tu vois, par exemple, si tu fais ce passage qu'on appelle Harqa, la loi de Harqa, donc la première fois, on te relâche, mais la deuxième fois, tu fais 2 mois de prison. La troisième fois, c'est 6 mois de prison. Donc, il a durci la loi, Ben Ali. Bien évidemment, c'était sous pression des pays européens. Mais pour les passeurs, bien évidemment, les intermédiaires, ça a été directement la prison. Pour le passeur qui aide les gens à faire ça, donc c'était directement la prison ferme. Et pour les intermédiaires, c'est celui qui prend beaucoup plus. Par exemple, si le passeur, il prend 5 ans de prison, l'intermédiaire, ça va aux alentours de entre 7 et 10 ans de prison. Ça a été toujours comme ça. Donc ça, c'était avant la Révolution. Après la Révolution, surtout la période de, on va dire, janvier. La Révolution tunisienne, le début de la Révolution, c'était 17 décembre 2010. La chute de Ben Ali, c'était le 14 janvier 2011. La période du 14 janvier 2011, on va dire jusqu'au mois d'août, mois de septembre, c'était des chiffres catastrophiques. C'était x10. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, avant, c'était 500 personnes par mois. Après la Révolution, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Le flot de réfugiés tunisiens provoque un branle-bas de combat européen. 5000 clandestins ont déjà passé la Méditerranée. L'Europe s'active pour tenter d'endiguer la vague vers Lampedusa, en Italie. Olivier Kohler. Le balai incessant de petites embarcations en provenance de Tunisie. Ils sont 1000 par jour à arriver ici à Lampedusa, cette petite île à mi-chemin entre la Sicile et les côtes tunisiennes. La plupart sont très jeunes et fuient leur pays espérant trouver un travail en Europe. Les familles de Ben Ali, ça y est. Mais il est parti, Ben Ali. Il est parti, où est l'argent? Nous, ça y est, ils ne travaillent pas. Tous les Tunisiens ne travaillent pas parce que Ben Ali voulait. Un afflux de réfugiés comme l'Italie n'en avait plus connu depuis des années. Ce qui se passe est énorme et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça nous rappelle beaucoup l'afflux de réfugiés venus d'Albanie. Beaucoup viennent ici dans l'espoir d'une situation meilleure. Ils fuient des problèmes réels, mais aussi toutes les incertitudes quant à l'avenir de leur pays. Le rêve de l'Eldorado européen sur ces embarcations sommaires se paye au prix fort. 1 500 € par passager versés à des pêcheurs tunisiens reconvertis dans l'activité lucrative de passeurs. Beaucoup fuient la misère, mais aussi un contexte politique explosif et incertain. On a peur à tout moment. Vous-même, en tant que femme, particulièrement? Particulièrement, oui. Il y avait des accidents, des viols et des vols des filles.
Pour faire face à cet afflux impressionnant, l'Italie a dû réouvrir de toute urgence des centres de rétention. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence humanitaire et appelé à l'aide ses partenaires européens. Les accords de réadmission conclus avec la Libye et la Tunisie avaient jusqu'alors porté leurs fruits, mais Rome redoute désormais que le printemps du monde arabe ne coïncide avec le retour en force des filières d'immigration clandestine en provenance d'Afrique. Et ça a commencé comme ça, parce que voilà, après la Révolution, bien évidemment, les choses ne se sont pas améliorées. La situation économique en Tunisie, c'est de plus en plus pire encore. Et donc, voilà, le taux de chômage élevé et tout ça. Avant, pour faire ce passage, on payait entre 400 €, 500 € pour les passeurs pour faire ce passage. Dans des navires, bien évidemment, qui ne sont pas faits pour ça, dans des navires des pêcheurs, ce qu'on appelle en tunisien shraf, c'est des petits navires, tu vois, qui, voilà, normalement, c'est des navires pour 5 à 6 personnes, tu trouves 60, 70 personnes, même des familles, donc c'était des images horribles, bien évidemment, sans parler aussi des drames qui sont passés par là, parce que actuellement, la Méditerranée, c'est la plus grande cimetière du monde, tout le monde l'admet, ça, et donc, il y a des gens qui font ce passage, et c'est devenu même on va dire un commerce florissant pour les passeurs. Parce que maintenant, actuellement, pour faire ce passage, tu payes entre 2 000 et 2 500 €. Donc pour nous, les journalistes, la couverture médiatique, revenant à notre question, ça a été toujours un sujet d'actualité. Mais on va dire, voilà, donc avant la Révolution, on parlait de ça dans un phénomène normal. Mais après la Révolution, moi je me souviens très très bien en tant que journaliste, j'ai rencontré des gens qui ont fait le retour, donc qui ont fait le voyage voilà, à Lampedusa et ont pris ce qu'on appelle le permesso. Et le permesso, donc les autorités italiennes, pour voilà, s'en débarrasser de ce flux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donnait une permission pour visiter tous les pays européens. Comme ça, ce flux de migrants ne reste pas en Italie. Donc il y en a plusieurs donc, jeunes Tunisiens qui ont fait ce voyage et tout ça, qui se sont installés dans plusieurs autres pays comme l'Italie, comme la France, comme la Suisse, comme la Belgique. Mais après, les choses ne sont pas marchées, donc ils ont décidé de retourner chez eux. On revient au premier titre du jour, l'exode des Tunisiens à travers la Méditerranée. 5000 clandestins ont déjà tenté le passage. La Suisse dit se préparer à un éventuel afflux. C'est toute l'ébullition sociale du monde arabe qui se révèle au travers de cette situation. Une génération qui veut vivre mieux et qui dit son ras-le-bol des dictatures, mais aussi de la pauvreté et du sous-emploi. C'est une page spéciale que nous proposons ce soir. Après les événements de Tunisie et d'Égypte, nous serons à Tunis, au Caire, à Amman. Nous serons aussi à Jérusalem avec nos envoyés spéciaux. Chez les Tunisiens, les Égyptiens, les Jordaniens, les Palestiniens ou les Arabes israéliens, la revendication sociale s'exprime pour une vie meilleure. On commence par la Tunisie, c'est là que tout a débuté, c'est là que proviennent les milliers d'exilés qu'on voit aujourd'hui en Méditerranée. Reportage à Sousse, Malika Nedir, Fred Girardet. Le Mariam 577 n'est jamais parvenu sur les côtes italiennes. Les gardes-côtes viennent de ramener au port ce bateau de pêche, volé ce matin par une dizaine de Tunisiens qui voulaient mettre le cap sur Lampedusa à 4 ou 5 heures de mer. Sur le port, les patrons de pêche s'organisent pour protéger leurs embarcations. On ne met pas du gasoil dans les bateaux sont sèches. C'est une précaution. Si quelqu'un veut prendre un bateau, il n'y a pas de gasoil. Ces derniers jours, des centaines de Tunisiens ont pris le large dans la région de Sousse, originaires de cette ville touristique ou des zones plus pauvres de l'arrière-pays. Tout le monde veut partir. Ici, tu obtiens un diplôme, mais après, tu n'as pas de travail. Et même si tu travailles, tu ne gagnes que 200 dinars. Tous les Tunisiens veulent brûler. Brûler, devenir ce qu'on appelle ici des haragas, les clandestins qui brûlent les frontières pour gagner l'Europe, à condition de pouvoir payer les passeurs. C'est mon rêve de partir. Si j'ai les moyens, moi je m'en vais aussi. Combien il faut payer pour pouvoir partir? Il y en a qui disent 1000 dinars, d'autres 2000. 5 à 10 fois le salaire minimum pour atteindre l'île sicilienne depuis ses plages désertes et peu surveillées. Ceux qui ont réussi à partir ont profité d'une météo favorable et du chaos qui a suivi la chute de Ben Ali. J'ai rencontré ces gens-là.
Et donc, ils m'ont parlé de leur voyage, qu'est-ce qu'ils ont rencontré dans le centro. Le centro, c'est un centre d'accueil pour les migrants. Et après, donc, voilà. Parfois même, ils m'ont dit que les autorités italiennes les emmènent sur les frontières. Tu vois, voilà. Comme ça, on fait l'affaire. On vous emmène sur les frontières des autres pays. Comme ça, voilà. Faites ce que vous voulez. Voilà, ça, c'est l'Europe. Vous avez le permis. Vous pouvez, voilà, donc, voyager dans plusieurs pays européens et tout ça. Il y avait un grand flux parce que voilà, il y avait même des quartiers qui se sont vidés de leurs jeunes. Tu vois, par exemple, t'habites dans un petit quartier, t'as je dirais 1000 jeunes. Après, du jour au lendemain, tu trouves que 500, 400. Donc, il y en a des familles même. Avec des bébés, on a vu des vidéos quand même. C'était horrible de voir ça, certes. Mais c'est des jeunes que je comprends très très bien qui veulent améliorer leur vie. Il y en a plein de familles qui ont perdu leurs proches. Il y en a plein de familles qui ne connaissent pas le sort de leurs enfants. Donc, pour nous les journalistes, c'est devenu même, comment dirais-je, des histoires, tu vois. Donc, à chaque fois, on entendait des drames. Il y en a un bateau avec 200 personnes qui a échoué, avec 300 personnes. On voyait les images, c'est des images ultra choquantes. Tu vois des gens qui sont morts. Parfois, par exemple, parfois, surtout à Zarzis, ça se fait à Zarzis, parce que Zarzis, c'est un golfe. Et en fait, il y a une grande marée. Et à Zarzis, à une certaine période, je me souviens très très bien, je crois en 2014-2015, il y avait chaque jour, quand tu te réveilles le matin, les habitants de Zarzis se trouvaient avec des cadavres sur la plage. Et donc, c'était ultra choquant. Même, il y en a un artiste qui est algérien, d'origine algérienne, qui a créé un cimetière là-bas à Zarzis. Ça existe encore. Et ça s'appelle la cimetière des perdus. Donc, il prenait ses cadavres et les enterrait. Et il mettait donc, voilà, la date où elle a trouvé. Comme ça, si par exemple, une famille, elle vient pour faire le test ADN et tout ça. Donc, pour t'expliquer, c'est un drame, tu vois. Donc, il y en a plusieurs journalistes qui travaillent sur ça. Plusieurs ONG qui travaillent sur ça. Mais c'est devenu de plus en plus fréquent de voir ce genre, surtout d'entendre ce genre de drame. C'est devenu quand même très, très fréquent, tu vois. Surtout après la Révolution. Voilà. On manquait de tout, quoi, en fait. Ouais. Bon, quand on a essayé de rentrer côté tunisien, leur mot de passe était l'Algérie ou la mort. Après, tu vas rentrer en Algérie ou tu vas mourir sur le désert. Est-ce que tu peux me raconter, là tu m'as parlé beaucoup de après la Révolution, etc., mais est-ce que tu peux me raconter depuis l'accession de Kais Saïed au pouvoir, ce qui s'est passé depuis Depuis l'accession de Kais Saïed au pouvoir, la date clé de ce qui se passe actuellement en Tunisie avec les migrants, c'était le 25 juillet 2021. Le 25 juillet 2021, pour rappeler un peu les gens, Kais Saïed s'en prend tous les pouvoirs, il dissout la chambre parlementaire, il limoge tout le gouvernement et tout ça, il prend tous les pouvoirs. Dès les premiers mois, il n'y avait pas, tu vois, il y avait pas il s'est pas concentré sur cette situation. Et la concentration sur cette situation, ça a commencé, je crois, après 6 mois, du 25 juillet 2021. On a parlé des Tunisiens qui font ce voyage, mais on n'a pas parlé des subsahariens. Parce que voilà, la Tunisie, c'est un pays qui a 2 frontières. Une grande frontière avec l'Algérie et une deuxième frontière, donc partie ouest et sud avec l'Algérie et partie sud-est avec la Libye. Donc c'est ça les 2 frontières de la Tunisie. L'élément déclencheur de ce qui se passe actuellement avec les subsahariens, ce qui fait mal au corps, c'était une lettre. Il y avait un pseudo-parti. C'est un pseudo-parti parce que c'est un parti, je crois, qui date de 2 à 3 ans. Un pseudo-parti, un petit parti, donc un macro-parti, qui envoie une lettre au président de la République. Et ce parti, il a publié cette lettre sur sa page Facebook. Pourquoi je dis Facebook? Parce que la Tunisie, Facebook, c'est le réseau social numéro 1 en Tunisie. Donc ce parti, il a envoyé une lettre à Kais Saïed et il a publié cette lettre. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette lettre? Qu'il y a un pseudo-complot contre la Tunisie et qu'on veut changer sa démographie en installant les subsahariens en Tunisie pour, voilà, et c'est un complot contre l'économie tunisienne et tout ça. Et ça a déchaîné. Du jour au lendemain, le président de la République, il reçoit bien évidemment Kob Dahab,
le ministre de l'Intérieur, la chef du gouvernement, à cette époque-là, c'était une dame, l'ex-chef du gouvernement, Najla Bouden, et tout ça. Et il parle d'un complot contre la Tunisie. Et ces gens-là qu'on veut les installer donc par force ici en Tunisie, c'est un complot contre la Tunisie. Ce qui s'est passé après, c'était atroce. Parce qu'on commençait à chasser les subsahariens de leur maison. Il y avait une violence policière du jamais vu contre ces gens-là. Même des gens qui travaillaient, par exemple, on commence à les licencier de leur travail, tout ça. Même des étudiants, même des étudiants qui sont dans une situation légale en Tunisie, parce qu'il y a plein de subsahariens qui viennent pour faire, parce que les universités tunisiennes ont quand même une grande réputation en Afrique et tout ça. Donc, il y a plein d'étudiants partout dans le monde qui viennent en Tunisie pour faire leurs études et tout ça. On les commence à leur chasser et ça déchaînait. Et c'était une vague très atroce de violence. Voilà. Entre les bâches et les oliviers, ils sont environ 20 000 exilés à survivre ici. 1 an déjà qu'Ibrahim a élu domicile dans cet abri de fortune. Le jeune Guinéen guette l'occasion d'embarquer clandestinement vers l'Italie. La situation en Tunisie, c'est très difficile, très délicat. Mais nous sommes à quelques migrants de l'Europe. Peut-être, j'espère, retourner, c'est pas la meilleure solution. De continuer, c'est ça la meilleure solution. Il faut fuir encore. Fuir face au climat délétère dans le campement. Le manque d'eau et de vivres, les agressions et les altercations avec les riverains. Des tensions utilisées par la garde nationale tunisienne pour justifier son déploiement. Des tentes brûlées, du matériel saisi ou des descentes dans les champs. Une opération spéciale musclée, diffusée sur les réseaux sociaux depuis l'intérieur du camp, interdit d'accès aux journalistes. Ces rafles surviennent quelques jours après un rapprochement des gouvernements tunisiens, algériens et libyens. Les 3 dirigeants ont convenu de former des équipes de travail conjointes, chargées de coordonner les efforts visant à assurer la protection des frontières communes contre les risques et les conséquences de la migration irrégulière. Et même cet été, il y avait une grande vague contre les subsahariens, parce que voilà, la majorité s'installe à la ville de Sfax. Et on les a chassés de Sfax. On les a emmenés par force vers le désert tunisien, vers Tataouine et vers le désert tunisien. Et le désert tunisien, c'est pas clément. En été, c'est entre 54 et 55 degrés. Et donc, il y a plein de gens qui ont perdu leur vie. Il y a plein d'enfants qui ont perdu leur vie. Et c'était des images horribles. Et donc, c'est pour cela, j'explique un peu ce qui s'est passé. C'était inexplicable du jour au lendemain. On croit qu'il y a un complot contre la Tunisie pour changer sa démographie. On croit que on veut installer des subsahariens par force là-bas. Et même le discours de Kais Saïed, à cette époque-là, c'était un discours de fasciste. La colère des avocats, mais aussi celle de Kais Saïed, le président tunisien, il fustige l'ingérence étrangère dans son pays et justifie les arrestations de ces derniers jours. Écoutez-le. Il faut convoquer dès que possible les ambassadeurs de certains pays et les représentants de certaines organisations en Tunisie et transmettre une vive protestation, considérant que ce qu'ils font est une ingérence flagrante et inacceptable dans nos affaires intérieures. Parce que peu de gens savent que certes, la Tunisie, c'est un pays africain, mais la Tunisie, c'est le pays qui a donné son nom au continent. La Tunisie, avant, c'était Africa. Avant d'être Carthage, on l'appelait Africa. Donc, c'est la Tunisie qui a donné son nom à l'Afrique. Pour moi, je suis pas... Donc, parfois, ils me disent « Ah, Walid, tu es tunisien, tu viens d'un pays arabe. » Je suis pas arabe. Je viens d'un pays africain. J'ai des origines africaines, berbères et carthaginoises, et je parle l'arabe. Donc, c'était quand même horrible de voir un pays africain et un pays qui connaît le plus grand nombre de flux migratoires, parce que voilà, ça je le sais très bien, c'est des centaines et des centaines de milliers de Tunisiens qui veulent faire ce passage. C'est légitime de leur part d'améliorer leur vie et de risquer leur vie. Donc, on ne regarde pas ce qu'ils font les Tunisiens, mais si les subsahariens font ça, donc on s'indigne. Ah non, on va changer la démographie. Donc on demande aux pays européens d'accueillir les Tunisiens comme il se doit, mais nous, on n'accueille pas
des gens qui sont comme nous, des êtres humains comme nous, et sous prétexte fâcheux, voilà. Quel regard a été posé sur la situation par les journalistes tunisiens ? Pour être honnête, à cette période-là, heureusement, il y avait le syndicat national de journalistes tunisiens, il y avait les organisations du métier, bien évidemment, comme l'AICA, l'équivalent de la CSA ici en France, et le syndicat national de journalistes tunisiens qui ont sorti des guides et tout ça, comment traiter ce genre de situation, voilà. Le traitement médiatique. Pour le traitement, on va faire la part des choses. Pour le traitement de la chaîne nationale, donc il y en a 2 chaînes, de la chaîne de la télévision nationale. Bien évidemment, elle a repris les propos de Kais Saïed et ont montré les images filmées par le ministère de l'Intérieur, qu'il y a des concentrations, qu'il y a des gens, regarde ces gens-là, comment ils vivent, regarde ces gens-là. Et par exemple, ils prennent des images parce que la majorité d'entre eux se concentrent parfois dans des parcs parce qu'ils n'ont pas des moyens de payer un loyer et tout ça, ou dans des quartiers un peu pauvres, très pauvres et tout ça. Et on montre ces images, regarde comment ils vivent, regarde comment ils sont entre guillemets de salir l'image, l'environnement, ce qui se passe actuellement, c'est pas sain, ça peut rapporter des maladies et tout ça. Ça, c'était la chaîne la télévision nationale. C'était ça. C'était le discours de Kais Saïed pour la chaîne nationale. Même, c'était pas des journalistes qui font du travail, pour être honnête. Ils prenaient les vidéos et les images et les communiqués du ministère de l'Intérieur, ou bien évidemment les vidéos publiées par la présidence de la République. Pour les autres journalistes, il y avait des médias alternatifs, il y avait Nawad qui a travaillé sur ça, elle a fait un très très bon boulot, il y avait Inkifada aussi qui a travaillé sur ça, elle a fait très très bon boulot, Al-Katiba aussi, donc il y avait des médias alternatifs, il y avait des chaînes privées qui ont travaillé sur ça. Plusieurs ONG se sont alertés, ils ont lancé quand même un cri d'alerte, un cri de détresse, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi cette vague de haine? Parce que c'était une grande vague de haine. On a l'impression dans la presse internationale, dans la presse étrangère, que l'opinion publique tunisienne a été favorable en fait à ça, et qu'ils ont, dans un certain sens, soutenu, ont confirmé, ces théories de grand remplacement, cette théorie de complot, qu'il ne fallait plus qu'il y ait de personnes exilées d'origine subsaharienne en Tunisie, etc. Moi, je l'ai entendu en allant en Tunisie. Et malheureusement aussi, je le confirme. J'aurais aimé te donner une autre réponse, Éléonore, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, oui, l'opinion publique tunisienne, la grande majorité de l'opinion publique tunisienne était favorable à ça. Et même, par exemple, quand plusieurs journalistes ou plusieurs médias libres et indépendants couvrent équitablement ce qui se passe et donnent même des arguments pertinents sur ce qui se passe. Non, c'est pas un complot contre la Tunisie, c'est un flux normal, c'est des gens, c'est des êtres humains qui apportent des faits tout simplement. Ils rapportent les faits mais ils racontent l'histoire telle qu'il est, parce que on peut parler même de pourquoi ils sont là, pourquoi cette concentration, et ça je l'expliquais, il y avait quelques concentrations, c'est pas des grandes concentrations, non, il y avait entre 2000 et 3000 personnes qui se concentrent ou bien à Zarzirs parce que c'est un point de passage favorable, ou bien à Sfax parce que c'est un point de passage favorable, ou bien à Al-Hawariya, ou bien à Radès. Ça, tout le monde le connaît. Par exemple, je dis n'importe quoi, Al-Katiba, elle publie son article qui est pertinent, qui rapporte les faits tels qu'ils sont, et tu regardes les commentaires. Mais le hate speech que tu trouves, c'est choquant. Quoi, c'est du racisme? Oui, du racisme, oui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est du racisme. C'est des propos racistes. Parce que les propos de Kais Saïed étaient racistes aussi. Du coup, juste pour résumer, les personnes exilées d'origine subsaharienne sont devenues les boucs émissaires et la cible du gouvernement tunisien. On voit, et tu viens bien de le raconter, que l'opinion publique a été favorable et ne s'est pas opposée à cela. Et les conséquences sont terribles, puisqu'elles ont des répercussions directes sur les vies humaines, puisque depuis juin 2023 jusqu'à décembre 2023, on comptabilise, et ce sont des chiffres évidemment officiels de la part d'organisations internationales, entre 5000 et 7000 personnes qui auraient été expulsées aux frontières algériennes et libyennes, avec ce que ça implique comme violence, extorsion. Ce sont des chiffres qui sont avancés, mais
qu'on sait, ils sont minimisés. Parce que, justement, il est très difficile de documenter ce qui se passe. Pourquoi c'est interdit de documenter ces expulsions pour les journalistes en Tunisie? Et c'est quoi les risques d'aller aux frontières et d'essayer, justement, de couvrir ce qui se passe? Tu dis les choses telles qu'ils sont. Voilà, les chiffres sont minimes. Tu dis 5000, moi je dirais c'est beaucoup plus. Sincèrement, c'est beaucoup plus. Parce que ce qu'on a vu, malheureusement, c'est 10% de ce qui s'est réellement passé. Ça, je le confirme et tout ça. Pour les journalistes, pourquoi c'est difficile? En fait, parce que ce qu'on appelle... il y avait une seule partie qui avait accès à ça. Par exemple, pour accéder à ces quartiers, c'était un peu difficile pour les journalistes et tout ça, tu vois. Les voisins et les citoyens n'en vont pas accepter. Parce que ça, je le dis, malheureusement, mais je dois le dire, c'était difficile pour les journalistes de travailler sur ce sujet. T'as les policiers qui t'agressent en tant que journaliste. T'as les citoyens qui te disent « Ah, vous êtes pro-islamiste. Ah, vous êtes pro... je sais pas quoi. Ah, vous êtes des complotistes. Ah, vous êtes des traîtres. » et tout. C'était toujours comme ça. Donc, pour les journalistes, on a certes quelques-uns et quelques-unes qui ont travaillé, mais c'était très, très dur. C'est pour cela qu'on n'a pas les chiffres réels et exacts de ce qui s'est passé, des gens qui ont été chassés sur les frontières. Toi, en tant que journaliste exilé, c'est quoi ton regard sur la situation aujourd'hui en Tunisie? Sur la situation migratoire ou sur toute la situation? Les deux? Les deux. Les deux. Oh, non, en tout cas, je suis... Pour être honnête, je parle de ma situation actuelle, je suis certes en exil et tout ça, donc c'est un peu difficile, tu vois, c'est un peu difficile parce que, en fait, je suis là rien que pour préserver ma dignité et continuer ma bataille en tant que journaliste et syndicaliste. Ça, c'est sûr. Et ces gens-là qui sont dans une telle situation comme moi en Tunisie, dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs frontières du monde et tout ça, ils sont là aussi pour ça, pour leur dignité. C'est des êtres humains. Et je dirais aussi que personne n'est à l'abri d'un incident de vie, tu vois. Donc moi, avant, je menais une vie ordinaire, normale, même extraordinaire et tout ça, et je me trouve dans une telle situation. Le président de la République en Tunisie, c'est une chaise maudite. Kais Saïed, il connaîtra ce sort. Il connaîtra un mauvais sort aussi, parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de ruiner tout le pays. Il est en train de ruiner toute l'économie du pays. Il a ruiné aussi les institutions du pays. Il a changé la constitution. Aujourd'hui, c'est un pays méconnaissable, la Tunisie. Avant quelques années, c'était quand même l'espoir démocratique du monde arabe, l'espoir démocratique dans un continent africain qui est connu par les putsch, qui est connu par les militaires et tout ça. Malheureusement, Kais Saïed, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, il fait la pluie, le beau temps, il détient tous les pouvoirs et tout ça. Le plus grand allié aujourd'hui, actuellement, de la Tunisie, c'est Giorgia Meloni, donc la première ministre italienne, qui pour elle, bien évidemment, on sait très très bien qu'elle s'en fout de la Tunisie, qu'elle s'en fout de la démocratie tunisienne, qu'elle s'en fout des opposants qui sont actuellement en prison, des journalistes qui sont actuellement en prison, des subsahariens qui sont chassés sur le désert. Pour elle, pas de migrants. Kais Saïed, il fait le boulot, donc on doit l'aider, coûte que coûte, à tout prix. Ce 6e épisode est terminé. C'est le dernier de cette série Tunisie, terre de passage. Je vous invite à découvrir l'intégralité de ce podcast sur toutes les plateformes, en français sur Spectomedia et en anglais sur Aidoni. Vous pouvez retrouver pour chaque épisode un article et un portrait rédigé par Aidoni sur le site de Spectomedia en français et sur le site d'Aidoni en anglais. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour vous faire découvrir une nouvelle série de podcasts.